Lecture d'une bête au paradis de Cécile Coulon. De chaque côté de la route étroite qui serpente entre des champs d'un vert épais, un vert d'orage et d'herbe, des fleurs énormes, aux couleurs pâles, aux tiges vacillantes, des fleurs poussent en toute saison. Elles bordent ce ruban de goudron jusqu'au chemin où un pieu de bois surmonté d'un écriteau indique « Vous êtes arrivé au paradis ». En contrebas, le chemin, troué de flaques brunes, débouche sur une large cour. Un rectangle de terre battu aux angles légèrement arrondis, mangé par l'ivraie. La grange est strictement tenue. Devant, un tracteur et une petite voiture bleue sont rangés là et nettoyés régulièrement. De l'autre côté de la cour, des poules, des oies, un coq et 3 canards entrent et sortent d'un cabanon en longueur percé d'ouvertures basses. Du grain blond couvre le sol. Le poulailler donne sur une pente raide, bordée par un rue que l'été assèche chaque année. À l'horizon, les bas champs sont balayés par le vent, la surface du sombre étang, dans son renfoncement de fougères, frissonne de hérons et de grenouilles. Au centre de la cour, un arbre centenaire, aux branches assez hautes pour y pendre un homme ou un pneu, arrose de son ombre le sol, si bien qu'en automne, lorsque Blanche sort de la maison pour faire le tour du domaine, la quantité de feuilles mortes et la profondeur du rouge qui les habille lui donnent l'impression d'avancer sur une terre qui aurait saigné toute la nuit. Elle passe le poulailler, passe la grange, passe le chien, peut-être le 12e, le 13e qu'elle ait connu ici. D'ailleurs, il n'a pas de nom, il l'appelle le chien, comme les autres avant lui. Elle trottine jusqu'à la fosse à cochons, un cercle de planches avec une porte battante fermée par un loquet que le froid coince l'hiver. Là, le sol est tanné, il a été piétiné pendant des années, puis laissé à l'abandon, sans qu'aucun pied, qu'aucune patte ne le foule. La fosse est vide, mais en son centre gît un bouquet de ces fleurs qui bordent le ruban de goudron menant au paradis. Certaines ont déjà fané, d'autres, comme Blanche, sont sur le point de perdre leur dernière couleur. C'est un petit bouquet de campagne dans un grand cercle terreux. Les épaules chargées d'un gilet rouge, d'un rouge plus vif que celui des feuilles mortes sous l'arbre à pendaison, elle bascule, s'agenouille devant ce petit bouquet qu'un enfant aurait pu composer pour sa première communion et en retire les tiges brunes qu'elle jette, d'un geste étonnamment vif, presque violent. Puis elle sort de la poche de ce gilet rouge, d'un rouge plus vif que le sang du paradis, quelques fleurs encore jeunes, sur lesquelles elle souffle très doucement avant de les déposer avec les autres. Elle se tient là, prostrée devant ce petit bouquet de campagne si joliment au milieu de cette fosse que sa grand-mère, Émilienne, a fait creuser pour ses cochons. C'était il y a longtemps. Elle se souvient de tout. Car si aucun animal n'habite plus cette arène de planches et de terre, une bête s'y recueille chaque matin. Blanche. Louis travaillait au paradis depuis qu'Émilienne avait perdu sa fille, Marianne, et son gendre, Étienne, dans un accident de voiture. La grand-mère s'était retrouvée seule avec Blanche et son frère Gabriel. Elle avait eu besoin de quelqu'un à la ferme. Pas pour les enfants, pour tout le reste. À l'époque, Louis désertait le lycée. Il travaillait en douce, retardant le moment de rentrer chez lui. Une espèce de chalet au bord d'un étang rempli de vases plus que d'eau. Régulièrement, son père le dérouillait. Au début, il cognait sans raison, simplement parce qu'il faisait partie des hommes dont les poings avaient remplacé la bouche, les coups, les mots. Peu à peu, il avait trouvé des prétextes pour attaquer plus souvent et plus fort. Selon lui, Louis rentrait trop tard, ne faisait pas assez d'efforts à l'école, traînait avec des bons à rien. Louis avait laissé le chien s'enfuir, on ne le retrouvait plus. Louis avait laissé refroidir les pommes de terre et le feu s'éteindre. Louis était bête, et surtout, Louis ne répondait pas aux cognes. Il se laissait frapper. Agile, il se cachait. Quand la nuit tombait, il fallait bien rentrer. Mais son père ne s'était pas calmé, au contraire. Sa mère les regardait, debout contre l'évier, secouée de rafales intérieures. Chaque trempe reçue par son fils la percutait. Elle plissait les yeux, grinçait des dents, contrainte au silence, brisée par des années d'évitement, de gifles, encore porteuse d'un amour monstrueux pour ce mari plein de souffrances qu'elle ne comprenait pas. Il transférait sa douleur sur le corps des autres, celui de sa femme et de son fils, de son chien et de ses arbres. À la mort des parents de Blanche et Gabriel, Louis s'était présenté à la ferme et avait proposé à Émilienne de l'aider jusqu'à ce que les choses se calment. La grand-mère, les 2 petits sur les bras et personne pour la seconder, lui fit faire tout ce qu'un garçon de ferme doit savoir faire, et plus encore. Pendant 1 mois, Louis s'épuisa au paradis. Les foins qu'on pousse dans la mangeoire, le choc qu'on donne aux pieux pour qu'ils s'enfoncent droit dans la terre, les bras qu'on hisse au-dessus du bétail ou qu'on ramène en berceau sous les veaux pour inspecter les ventres, les gorges, les mâchoires. Les kilomètres de marche entre les champs et la grange et l'étang,
l'étang et la cuisine. En rentrant chez lui, quand la lumière rouge du crépuscule disparaissait à la barrière de l'horizon, l'adolescent tombait dans ses rêves comme une mouche dans un verre de lait. Un soir, alors qu'Emilienne couchait les enfants, il tapota contre la fenêtre de la salle à manger. Nuit noire. Emilienne le fit entrer. Avant qu'elle ait pu lui demander ce qu'il fabriquait à une heure pareille, Louis bascula en avant. Son nez était cassé, sa bouche fendue. Je ne sais pas où aller. Emilienne ne dit rien. Elle lui remit violemment le nez en place, soigna les lèvres et retira les vêtements du jeune homme dont les jambes, le dos et le ventre étaient marqués de taches violacées virant au jaune paille. « Tu vas dormir dans la chambre des parents », souffla Emilienne. « Vous êtes sûr ? Tu as une meilleure idée ?» Louis désigna la grange en haussant le menton. « Pour cette nuit, je peux aller dans le foin. »« Soit tu es très fatiguée, soit tu es très bête », conclut Emilienne. Cachée. Blanche n'était pas montée dans les combles du paradis depuis son enfance. Petite, déjà, elle rechignait à arpenter la pièce. Les poutres menaçantes lui semblaient des sourcils froncés au-dessus de sa tête. C'était une longue enfilade de meubles cassés, d'objets en tout genre qu'Emilienne n'avait pas jetés. Des tables sur 3 pieds, des chaises, du linge de lit dévoré par les mites et la poussière, des cadres vides, des caisses en bois assez larges, empilées, pleines de vieilles vaisselles, de carafes, de pichets et par-dessus des couvertures trouées. Emilienne les gardait au cas où, ou bien avait-elle simplement oublié tout ce qu'elle avait entreposé ici. Un portant gisait, vitres cassées, contre le mur. Des cintres soutenaient les robes et les pulls que Marianne et Étienne portaient dans leur jeunesse. Des robes et des pulls dont aujourd'hui personne n'aurait osé se vêtir, tant ils étaient sombres de couleurs et de présages. Blanche ne s'intéressait pas aux affaires de sa mère. Elle souleva vivement les caisses de vaisselle, déplia les couvertures. Une araignée fila sur son épaule, comme si elle ne voulait pas déranger. Et Blanche tira une autre caisse de derrière une commode très lourde dont les tiroirs manquaient. Sur le couvercle, la lettre E gravée au couteau. Elle la caressa, comme le dessus d'un coffret renfermant quelques bijoux précieux, et de nouveau, l'araignée apparut sur la tranche. Elle la devinait contre sa paume. La bête se débattait dans ce piège refermé sur elle. Les frissons de l'araignée parcoururent son corps à elle, et ses paupières battirent légèrement avant qu'elle ne revienne à la réalité. Alors, elle porta sa main à sa bouche, les pattes entre ses lèvres fines se raidirent une dernière fois avant d'être mâchées, fruit pas mûr que l'on mord, encore et encore. Blanche gardait les yeux ouverts tandis qu'elle la dévorait. Elle avala la bête et se releva, s'engouffrant dans la trappe, son trésor sous le bras gauche, la main droite agrippée au barreau.